Ah, de vulgariser un peu pour que ça soit pas trop lourd, avec tout d'abord une présentation avec quelques notions générales qui ont conduit en fait aux différentes étapes de développement de ce radiopharmaceutique. Je ferai après un focus sur ce qui a plus occupé ma thèse, donc c'est la partie sur le développement préclinique. Puis on terminera par les perspectives qu'offre ce travail avec, on l'espère, dans un plus long terme, un passage de la préclinique vers la clinique. Donc, quelques mots d'introduction sur des sujets que vous connaissez déjà et un bref rappel sur le cancer, donc qui se définit comme une prolifération anarchique de cellules au sein d'un tissu normal de l'organisme. En fait, ces cellules vont avoir un dérèglement des gènes au niveau de l'ADN de la cellule. Elles vont se multiplier de manière anarchique et puis elles vont pouvoir diffuser dans la circulation sanguine pour engendrer des métastases. Donc, on le sait, la prise en charge actuelle, si la maladie est plus localisée, on va utiliser tout ce qui est chirurgie, radiothérapie externe. Et lorsque la maladie est plus diffuse, plus systémique, on va pouvoir avoir recours à la chimiothérapie qui a l'inconvénient de cibler à la fois les cellules cancéreuses, mais également les cellules saines, avec les effets indésirables qu'on connaît. Et on a également les thérapies ciblées vers lesquels on se tourne de plus en plus, qui apportent une approche de médecine personnalisée qui, elle, va être réellement basée sur les caractéristiques biologiques spécifiques de la tumeur du patient. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire en médecine nucléaire avec donc développement de radiopharmaceutiques qui vont pouvoir cibler des récepteurs présents à la surface de la cellule qui vont être modifiés soit de manière qualitative, soit de manière quantitative dans les cancers. Et on va donc utiliser nos radiopharmaceutiques avec un vecteur qui va conduire notre isotope radioactif sur les cellules cancéreuses qui vont porter ce récepteur pour donner un effet antitumoral sans avoir d'effet majeur sur les cellules saines. Donc, le choix de l'isotope pour le développement d'un radiopharmaceutique, il est important. On va le choisir selon sa période qui doit toujours être adaptée à celle du vecteur. On n'utilisera pas le même isotope si on a comme vecteur un peptide avec une demi-vie courte qu'un anticorps avec une demi-vie longue. Et puis, on va aussi être conditionné par le type de rayonnement qu'on va souhaiter en fonction des applications qui peuvent être diagnostiques ou thérapeutiques. Donc nous, on voulait développer une approche théranostique, et puis c'est maintenant un mot qu'on connaît bien en radiopharmacie, en médecine nucléaire, avec un vecteur couplé à un isotope diagnostique pour réaliser l'imagerie et un premier screening, et puis garder ce même vecteur et le coupler à un isotope thérapeutique pour avoir une thérapie réellement guidée par l'imagerie. Donc, ces approches théranostiques, elles nous apportent quand même pas mal de choses parce que si on prend un groupe de patients avec une même maladie, on va s'apercevoir que ce groupe est hétérogène avec une partie des patients qui n'expriment pas la cible et une partie des patients exprimant la cible. C'est cela qu'on veut donc retenir puisque ce sera les patients qui seront potentiellement répondeurs à une thérapie ciblée. Donc, avec ces approches théranostiques, on arrive vraiment à une individualisation du patient, du traitement, pardon, en regard de la pathologie, avec une diminution des effets indésirables et puis une médecine de plus en plus personnalisée. Donc, c'était vraiment une brève introduction. On va passer aux étapes du développement de ce nouveau radiopharmaceutique. Donc, c'est un projet qui a été réalisé entre différentes entités, à savoir la médecine nucléaire et le département d'oncologie du CHUV à Lausanne, donc, où je travaille, et le centre de recherche en cancérologie et en immunologie de Nantes, avec Alain Fèvre-Chauvet, qui était le co-directeur donc de cette thèse. Alors, notre but, c'était déjà de répondre aux besoins cliniques des médecins nucléaires sur une prise en charge des neuroblastomes et aussi, il y avait un intérêt sur une recherche sur la prise en charge des sarcomes des tissus mous.
Donc, ces neuroblastomes, ce sont des tumeurs du système nerveux périphérique. Ils sont caractérisés comme la première tumeur solide extracrânienne du jeune enfant. Sur la droite de la diapositive, on voit au niveau des localisations, dans 70% des cas, on le retrouve au niveau abdominal, mais on peut aussi le retrouver au niveau du thorax, des extensions au niveau du cou ou au niveau pelvien. Ces neuroblastomes, ils n'ont pas des très bons pronostics. Quand ils sont de bas risque, on va les prendre en charge par chirurgie. Et quand ils sont de haut risque, on a un faible pronostic et ils sont actuellement pris en charge par la combinaison radiothérapie, chimiothérapie, voire immunothérapie. Donc, il nous paraissait intéressant de développer une nouvelle approche dans cet arsenal thérapeutique qui est pour l'instant pas encore optimale et d'essayer de développer une nouvelle approche theranostique avec une radioimmunothérapie qui pourrait nous permettre de réaliser de l'imagerie en PET scan et de faire par la suite une thérapie personnalisée. Donc, on avait les besoins cliniques. Après, il nous fallait chercher une cible qui était adaptée et on a choisi le TEM1, qui est le tumeur endothélial marqueur de type 1, qui est appelé aussi CD248 ou endocyaline. C'est une glycoprotéine transmembranaire qui a un intérêt parce que durant le développement fœtal, elle est exprimée à haut niveau, mais après, à l'âge adulte, on va perdre son expression et son expression va devenir limitée au contexte pathologique. On la retrouve dans les tissus sains uniquement au niveau de l'endomètre de l'utérus. Cette protéine TEM1, elle a un rôle majeur en oncologie puisqu'elle va être surexprimée par les vaisseaux tumoraux, par les cellules tumorales, mais également par le micro-environnement de la tumeur. Et elle va être impliquée dans différentes voies, donc l'adhésion des cellules tumorales et leur migration, dans la néangiogénèse et dans la progression tumorale. Donc pour nous, c'était une cible particulièrement intéressante du fait qu'elle soit tumeur spécifique et qu'elle soit aussi décrite comme associée aux tumeurs les plus agressives. Donc sa présence est un facteur de mauvais pronostic. Et sur des modèles murins, des tests ont été faits pour éliminer ce TEM1 et on a retrouvé un impact sur la croissance tumorale, mais en revanche, on n'a pas engendré de toxicité. Donc ça, c'était parfait pour choisir cette cible. Donc, on voulait développer un nouveau médicament radiopharmaceutique qui interagirait avec cette cible TEM1, étudier sa distribution dans l'organisme et puis essayer de développer quelque chose qui pourrait induire plus tard une nouvelle approche theranostique. Je ne sais pas si on voit quand ma souris ou pas du tout, Julien. Et on voit bouger, ouais. OK. On la voit bouger. OK. Donc, on a choisi pour cibler ce TEM1 une protéine de fusion qui s'appelle le 1C1M-FC. Cette protéine de fusion, elle a été synthétisée au niveau d'un laboratoire qui s'appelle le LabCorp, donc sur Lausanne. Et elle a une particularité, c'est une protéine de fusion, ça va résulter en fait de la fusion du fragment constant d'une immunoglobuline avec uniquement le fragment SCFV de la partie variable d'une immunoglobuline. Donc, on va se retrouver avec une protéine de taille intermédiaire qui est plus petite qu'une immunoglobuline, donc on va avoir une meilleure pénétration tumorale, mais qui a quand même un certain poids moléculaire qui va lui donner un gain de stabilité et une clairance relativement lente. Donc, après, il fallait passer au développement préclinique et ça va être le focus de cette présentation. Donc, la première étape, elle consistait à faire donc le radiomarquage de cette protéine de fusion, tout d'abord dans un premier temps au lutécium et à essayer de valider donc l'interaction entre notre protéine de fusion radiomarquée et le TEM1 dans des modèles précliniques. Donc, on a utilisé cette protéine de fusion, un C1MFC, qu'on a combiné avec un isotope radioactif, donc du lutécium. Et puis, on a choisi de travailler sur des lignées de cellules cancéreuses avec un groupe de cellules qui exprimaient la cible TEM1. Ce sont des cellules SKNAS de neuroblastomes. Et puis, des cellules qui n'exprimaient pas la cible TEM1, HT1080, qui sont des cellules qui nous permettaient d'avoir un contrôle. Donc, on a travaillé in vitro, mais aussi in vivo, en utilisant des modèles animaux avec des souris nude, des souris femelles immunodéprimées.
Donc, la première étape consistait déjà à réaliser ce qu'on appelle la conjugaison, c'est-à-dire combiner notre anticorps avec sa cage moléculaire pour qu'il puisse après recevoir notre isotope radioactif. On a choisi comme chélate d'utiliser du DOTA. Donc ça, on a pu mettre cette première étape au point et ensuite ajouter notre isotope radioactif, donc le lutécium, en sachant que pour avoir une bonne activité spécifique, suffisamment de radioactivité fixée sur notre protéine de fusion pour envisager notamment de la thérapeutique, on avait retenu de conjuguer notre anticorps avec un nombre de 3 chélates. Donc, on a validé par différents tests notre composé in vitro et on a pu déterminer que notre composé qui avait une affinité seule contre la protéine TEM1 l'a conservé de manière conjuguée et conservait aussi cette affinité une fois qu'il était radiomarqué. Donc ça, c'était la première étape in vitro et on pouvait ensuite passer au test in vivo avec des greffes qui ont été faites sur des souris, donc ces souris nude, avec des cellules qui soit exprimaient la cible, soit n'exprimaient pas la cible. Donc, la greffe, ça consiste en fait à prendre des souris immunodéprimées. Une fois qu'on a eu nos cellules en flasque qui ont suffisamment poussé, on va les récupérer et on va venir les injecter en sous-cutané au niveau du flanc des souris. Les tumeurs de ce type, elles poussaient à peu près en 3 semaines et au bout de 3 semaines, on avait des tumeurs exploitables d'une taille de 5 à 10 mm. Donc, on pouvait lancer nos expériences en faisant notre radiomarquage et en injectant notre produit radiomarqué en intraveineux dans la queue de la souris. Et puis, les souris étaient ensuite soit biodistribuées, donc on venait récupérer les organes pour étudier la répartition de notre radiopharmaceutique dans l'organisme, ou alors on faisait des imageries par scintigraphie, puisque là, on était avec du lutécium. Donc, la première étape, c'était déjà de choisir la dose d'anticorps qu'on allait utiliser. Donc, on a fait différents tests avec des concentrations croissantes d'anticorps. Et puis, on a réalisé des biodistributions sur le petit animal. Et puis, on a vu que la dose de 50 microgrammes, c'était celle qui donnait le meilleur rapport entre la tumeur et les tissus sains, et notamment le meilleur rapport entre la tumeur et le foie, qui est un organe qui retient particulièrement les anticorps. Donc, on a décidé de travailler avec cette dose de 50 microgrammes et on a fait ensuite des tests avec des souris qui soit portaient la tumeur TEM1 positive, soit la tumeur TEM1 contrôle négative. Puis, on a réalisé des biodistributions entre 4 heures et 6 jours de ces souris-là. Et ce qu'on a pu observer au niveau de la tumeur, c'est qu'on avait 2 fois plus de fixation dans les souris qui avaient la tumeur TEM1 positive que dans les souris qui avaient la tumeur TEM1 négative. Donc ça nous prouvait que notre anticorps était spécifique de sa cible. Après, on retrouvait des fixations aussi importantes au niveau de l'utérus. Donc ça ne nous a pas particulièrement étonnés, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, le TEM1 à l'âge adulte, il n'est pas exprimé sur les tissus sains, à l'exception donc de l'utérus. Donc là, c'est une fixation qui est une fixation spécifique. Et puis, on retrouvait aussi une fixation assez importante dans le foie qu'on voulait chercher à améliorer. On a fait des images de ces mêmes groupes en scintigraphie avec là des souris qui portent à la fois les tumeurs TEM1 positives, on les retrouve avec le triangle rouge, ou des tumeurs TEM1 négatives qui sont modélisées par le petit triangle blanc, avec des images qui ont été réalisées 24 heures, 48 heures et 72 heures après injection. Donc là, on retrouvait bien en imagerie la spécificité pour la cible entre le TEM1 positif et le TEM1 négatif, et puis cette fixation aussi assez importante au niveau du foie. Donc, cette première étape, c'était pour nous déjà une première avancée qui nous permettait de dire que TEM1, c'était une cible intéressante et que notre anticorps, on avait réussi déjà à réaliser un radiomarquage de façon reproductible, et puis on avait bien une spécificité pour la tumeur TEM1 positive. Donc ça, c'était encourageant pour la suite. Et il nous restait un point à explorer qui était cette fixation hépatique, parce que pour du diagnostic, c'est peut-être un petit peu moins gênant, mais pour de la thérapie, on voulait essayer d'optimiser cette fixation sur un tissu sain qu'on ne souhaite pas irradier. Et puis, on avait émis plusieurs hypothèses qui pouvaient être à l'origine de cette fixation hépatique.
Et celle qui s'est dégagée, donc je ne vais pas détailler tout ça, mais en gros, celle qui s'est dégagée, c'était l'impact du nombre de DOTA, du nombre de cages qui sont fixées sur l'anticorps. Parce qu'on avait fait des tests, donc ceux qui ont été présentés avec 3 DOTA fixés par anticorps, qui donnaient quand même un rapport tumeur sur foie qui était intéressant. Et puis, on avait un peu par hasard, une fois, conjugué notre anticorps avec beaucoup plus de cages. Et puis, on avait observé que là, on avait un rapport très délétère entre la tumeur et le foie. Donc, on voulait explorer cette piste pour savoir s'il y avait un impact de cette conjugaison sur la fixation hépatique par la suite. Donc ça fait l'objet de la deuxième partie de ce travail où le but, c'était de valider notre hypothèse que le nombre de chélates qui est fixé sur un anticorps ou sur une protéine de fusion peut influencer le comportement biologique de notre radiopharmaceutique. Donc, on a repris notre protéine de fusion et puis on a fait des tests avec soit une conjugaison avec un chélate allant jusqu'à 11 chélates. Puis on a essayé d'observer ce qui se passait. Tout d'abord in vitro, dans un premier temps, où on a étudié l'immunoréactivité, donc le pourcentage de fixation de l'anticorps sur sa cible en fonction du nombre de cages. On voyait qu'il n'y avait pas d'influence significative jusqu'à un nombre de 8,5 DOTA. Par contre, d'un seul coup, on avait une chute drastique de cette immunoréactivité avec un nombre de 11 chélates par anticorps. Et ça peut s'expliquer par le fait que quand on fait ces étapes de conjugaison, donc quand on ajoute le chélate sur notre anticorps, on ne l'ajoute pas de manière site spécifique. Donc, ce chélate, il peut se fixer de manière aléatoire sur notre anticorps. Là, c'est représenté de manière schématique. Donc, on a l'impression que tout va se combiner sur le fragment constant, qui n'est pas le site de reconnaissance, donc qui ne perturbe pas. Mais en fait, on peut aussi avoir fixation sur le fragment variable et altération de la zone de reconnaissance de notre anticorps. Et cette probabilité, elle est d'autant plus élevée que le nombre de chélates est important. Donc ça, c'était une première étape. Puis, on a refait aussi ces tests avec toujours ces nombres croissants de chélates, mais cette fois in vivo, sur la souris. Et puis là, on observait vraiment que l'augmentation du nombre de chélates diminuait de manière significative la fixation au niveau de la tumeur. Par contre, on avait en regard une augmentation significative de la fixation hépatique. Si on s'attache juste au rapport tumeur sur foie, on avait un rapport tumeur sur foie de 2, donc qui était satisfaisant pour nous avec un seul chélate. Et par contre, lorsqu'on montait à 11 chélates, on avait un rapport tumeur sur foie tout à fait défavorable de 0,17. Donc, ça, ce n'était pas intéressant. Donc, dans cette deuxième partie, ça nous a permis de valider qu'il y avait une optimisation potentielle de notre composé par le nombre de chélates qu'on allait fixer sur notre anticorps, que ce nombre de chélates, il avait non seulement une influence sur l'immunoréactivité de notre anticorps, mais également sur la distribution de notre protéine de fusion dans l'organisme. Et ça, au-delà du projet en question, c'est une compréhension qui, pour nous, était vraiment intéressante pour le développement de radiopharmaceutiques parce que les études étaient très discordantes. On n'avait pas vraiment une étude qui montrait cet impact et c'est une opportunité aussi d'améliorer la distribution et le contraste en imagerie des radiopharmaceutiques en essayant d'avoir une balance, c'est-à-dire le nombre de chélates le plus faible pour avoir une bonne distribution, mais qui permet de fixer une dose de radioactivité suffisante, notamment si on veut avoir une activité spécifique qui permet d'envisager de l'imagerie. Donc, on avait validé notre composé pour la thérapeutique avec du lutécium, mais on ne perdait pas de vue que notre but, c'était de développer une approche théranostique. Donc, on avait un intérêt à développer un autre composé, cette fois un composé compagnon pour l'imagerie. Donc, on a refait finalement quasiment les mêmes étapes de validation, mais en utilisant cette fois dans notre anticorps un radiomarquage au cuivre pour voir si le cuivre aussi pouvait prédire la réponse en thérapie. Donc, les expériences au cuivre, elles ont été faites avec l'aide aussi de Nantes. Le cuivre, il provenait du cyclotron Aronax et puis notre but, c'était justement de voir si on pouvait développer ce même composé, mais cette fois pour une imagerie PET scan, donc toujours en utilisant les mêmes lignées de cellules cancéreuses, témoins positives et négatives, toujours le même modèle animal et toujours le même vecteur.
Donc, on a choisi aussi cette fois de partir sur un nombre de 3 chélates, puisqu'on savait qu'avec le lutécium, on avait une fixation suffisante de radioactivité et qu'on avait une balance correcte entre donc la tumeur et les tissus sains. Donc, on a obtenu des images de bonne qualité. On était assez contents. Là, sur la partie gauche, c'est une souris qui porte uniquement une tumeur TEM1 positive qu'on a imagée donc 4 heures après injection, 24 heures après injection et 48 heures après injection. Donc, on voit qu'on est de plus en plus spécifique, enfin avec une image qui a de plus en plus de clarté au cours du temps. On retrouve encore cette fixation au niveau du foie et puis on arrive même à distinguer cette fixation au niveau de l'utérus. Et sur la partie de droite, il ne va plus vouloir marcher. Là, c'est une tumeur qui a à la fois en rouge la tumeur TEM1 positive, une souris, et une souris qui a de l'autre côté, ici, la tumeur TEM1 négative. Donc, il y avait les 2 tumeurs sur cette même souris. Et puis là, on voit qu'on a une spécificité aussi pour les tumeurs TEM1 positives. Donc, cette dernière partie, elle était concluante pour nous puisqu'on avait aussi un candidat au cuivre validé. Donc, on avait vraiment notre couple theranostique avec cuivre 1C1M FC, donc notre protéine de fusion pour l'imagerie par PET scan, et puis le lutécium pour la partie thérapie. Alors, le travail, il est bien évidemment pas fini. Ça a permis de conclure une thèse. Moi, c'était déjà pas mal, mais on n'est pas encore à la fin de ce projet. On a pu mettre en évidence donc cette nouvelle protéine de fusion qui avait un intérêt, démontrer cet impact du nombre de chélates et puis valider cette paire theranostique. Mais on souhaiterait encore continuer avec ce projet. Et le but est toujours la demande médicale qui était d'avoir une nouvelle approche clinique dans les cancers de mauvais pronostic qui expriment cette cible TEM1 et en particulier dans les neuroblastomes et dans les sarcomes des tissus mous. Donc, il nous reste, je pense, encore quasiment un équivalent au moins de thèse pour passer jusqu'aux essais cliniques sur l'homme. Mais la première étape, c'est déjà d'extrapoler toutes les données qu'on a eues sur les modèles murins, notamment de la dosimétrie à l'homme. Ça, c'est une première étape. La deuxième conduirait à continuer des essais précliniques thérapeutiques, mais cette fois sur un modèle qui s'approche plus de l'homme. Donc, on est en train de regarder avec Nantes pour peut-être faire des essais avec l'école vétérinaire de Nantes sur des chiens qui seraient porteurs de sarcome. Et puis, en parallèle, on peut toujours chercher sur des modèles murins à continuer à optimiser notre composé, nos conjugués. Et si on arrive à avoir plus de données sur ces étapes-là, notre but, ça serait de passer dans un premier temps sur des essais cliniques d'imagerie qui nous permettraient aussi d'avoir une dosimétrie plus fine. Et ça, ce serait vraiment le Graal, mais déjà des essais cliniques d'imagerie, ça serait parfait. Pourquoi pas envisager des essais cliniques de thérapie. Voilà, et je m'y remis un petit peu tous les membres des équipes qui ont participé à ce projet et puis qui m'ont bien aidé durant cette thèse et avec qui je pense je vais pouvoir encore continuer à collaborer pour poursuivre ce projet. Merci Judith. On va passer aux questions. Est-ce que quelqu'un aurait des questions à poser au sujet de la présentation? Pas de questions. Bon. Ben, en tout cas, merci. C'était pour ce travail et pour cette présentation intéressante qui reflète bien à travers l'exemple du témoin toutes les étapes et tout le travail qui est nécessaire en préclinique avant le passage en clinique. Je vois que peut-être Non, c'est Guillaume. bonjour. Ah, c'est juste bonjour. Bonjour Guillaume. Vous m'entendez? Bonjour Guillaume. Oui. Oui. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'aurais pas mal de questions, mais j'ai d'abord, celle qui me vient en tête, c'est est-ce que vous avez
est-ce que les chélates ont une fixation spécifique sur la séquence de l'anticorps? Non, oui. Et est-ce que vous avez regardé la modification d'affinité correspondant au nombre de chélates ajouté au nombre d'adduits, ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout, etc. C'est un peu, je ne sais pas si vous étiez là au début de la présentation, mais effectivement, non, cette fixation, pour l'instant, dans tout ce qu'on a fait, c'est des conjugaisons qui sont pas site spécifiques. Donc forcément, il y a une variabilité avec une possibilité de liaison au niveau du site de reconnaissance de notre anticorps. Donc dans les optimisations pour la suite, le but, c'est de savoir que déjà, on ne veut pas aller au-delà de 3 chélates dans tous les cas, et de le faire ces conjugaisons de manière site spécifique. Donc là, il y a un projet qui est en cours sur d'autres anticorps, mais qui pourrait être appliqué à nos anticorps avec la firme Debiopharm qui a développé des conjugaisons assez simples avec des conjugaisons sites spécifiques. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose, si on allait vers l'humain, qu'on serait clairement obligé de faire, puisque là, on serait obligé d'avoir un anticorps GMP avec quelque chose de très standardisé et une conjugaison reproductible et site spécifique. Donc oui, effectivement, pour l'instant, c'était une des limites, c'est que nos conjugaisons n'étaient pas site spécifiques. Et c'est pour ça que quand on a fait des gros lots de conjugués pour essayer d'avoir le moins possible de variabilité, et à chaque lot de conjugués, on refaisait une spectrométrie de masse et puis on revalidait l'immunoréactivité de nos composés pour être sûr qu'on était dans le même cadre que le précédent. Mais c'est effectivement pas quelque chose qui est encore assez standardisé. Ça fait partie des projets pour la suite de mettre au point une conjugaison site spécifique. D'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi, c'est Sandy. Je me posais la question, neuroblastome, c'est surtout des enfants, des petits. Du coup, si on leur fait de la thérapie, alors il y avait le traitement à la MIBG iode 131, je crois, qui était fait de façon très, très rare parce que assez difficile à mettre en œuvre pour les tout petits, de les laisser dans des chambres plombées tout seuls, c'est pas facile. On a une idée, non, là, pour les radioéléments qui seraient utilisés, comment ce serait géré ou pas, si l'ambulatoire serait envisageable ou des choses comme ça. Alors, on est encore assez Ouais, loin, hein. On n'en est ouais, pas, bah ouais, oui, on n'en est oui. pas encore là. L'idée, c'était de partir aussi sur les neuroblastomes, et surtout Lausanne, c'était plus ce sarcome du tissu mou. C'est parce qu'effectivement, comme ce sont des pathologies orphelines, on arrivait aussi à avoir des fonds pour financer cette recherche parce qu'on est un peu pauvre en thérapie actuellement. On peut se poser la question de faire justement des essais cliniques en pédiatrie qui seraient aussi plus complexes. Pour l'instant, nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment déjà essayer d'avoir un modèle qui est plus proche pour voir quelles seraient les limitations, parce qu'on se pose aussi la question avec cette fixation sur l'utérus, par exemple. Donc, si on irradie une jeune fille, quelles sont les conséquences? Après, c'est un peu un problème de balance bénéfice-risque. Mais c'est vrai qu'on n'en est pas encore là. Nous, je pense que sur l'étude, en tout cas, on va continuer sur le couple cuivre-lutécium. Aussi pour l'accessibilité des deux isotopes qui nous permettent de continuer assez facilement les études, mais on ne pensait pas forcément changer les isotopes pour la suite. En tout cas, pour les passages. Peut-être que pour le passage sur le chien, on a parlé de faire de l'indium parce que on aurait peut-être une possibilité de réaliser l'abat de l'imagerie SPECT et pas PET. Mais bon, ça, c'est plus sur cette contrainte-là. Mais pour la suite, pour l'instant, on est toujours sur le couple cuivre-lutécium. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, c'est Isabelle. Du coup, dans l'optimisation de la biodistribution, est-ce que vous avez essayé aussi sinon de pré-administrer du froid? Oui. Par exemple, comme c'était fait pour Oui, les là, je Évaliens. l'ai pas détaillé, mais en fait, justement, on s'est posé la question sur savoir un peu cette fixation hépatique, d'où elle venait. Et notre première hypothèse, on s'était dit qu'on avait une saturation peut-être
insuffisante des récepteurs FC, parce qu'ils sont d'ailleurs particulièrement fortement exprimés dans le foie et dans la rate de la souris. Donc, on a fait des expériences avec saturation où on administrait 200 microgrammes de Kiovig à J0, puis après, on injectait nos 50 microgrammes d'anticorps le lendemain. Et on n'a pas vu de différence significative avec la présaturation sur cette fixation hépatique. Donc, on s'est dit que voilà, ça nous avait éliminé cette hypothèse-là. On avait fait une hypothèse aussi de la fixation hépatique sur la glycosylation. On a utilisé des composés glycosylés, non glycosylés. On n'a pas eu de changement. Et c'est là où on s'est orienté vers cette hypothèse du nombre de chélates. Mais oui, je ne l'ai pas détaillé, mais on a essayé effectivement d'injecter du froid. D'accord, merci. Bon, très beau travail en tout cas. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions? Par rapport à la dosimétrie dont tu as parlé, Judith, je crois que vous avez commencé à faire quelques expériences. Est-ce que tu peux peut-être en dire qu'est-ce que vous avez fait déjà qu'est-ce que vous cherchez à obtenir par rapport aux modélisations dosimétriques? Oui, alors nous, on a effectivement les données sur la souris. Pour aller plus loin, aussi avoir un peu une preuve de concept, on voulait essayer d'extrapoler ces données de dosimétrie à l'homme. Donc là, c'est un travail qui est en cours, qu'on espère pouvoir peut-être publier au cours enfin soumettre à publication au cours du premier trimestre de cette année, avec l'aide de notre physicien médical, où lui, il va utiliser différentes méthodes d'extrapolation de la souris vers l'homme. Donc, une méthode d'extrapolation directe, une méthode qui va tenir compte de la masse relative des organes entre la souris et l'homme, une méthode qui tient compte des demi-vies biologiques qui sont différentes entre les espèces, et puis la dernière méthode qui combine à la fois les différences de masse et puis de métabolisme entre les espèces. Donc déjà, avec ces 4 méthodes, on obtient des résultats assez différents. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de publié pour nous orienter vers une méthode ou une autre, mais ça nous donne déjà une idée. Et puis les premiers résultats qui sortent, c'est que finalement, pour la thérapie, ça ne sera peut-être pas le foie qui sera le plus limitant, qui finalement est pas forcément très radiosensible. On aurait peut-être plus une limitation au niveau de la toxicité, au niveau de la moelle. Donc, il faut qu'on fasse les calculs pour savoir, alors c'est que de la modélisation, mais quelles activités, jusqu'à quelle activité cumulée on pourrait aller pour atteindre la dose limite. Donc ça, c'est notre première preuve de concept, mais après, il y a une très, très grosse différence quand même entre les souris et l'homme. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait avoir un modèle plus proche et puis avoir quelques données d'imagerie sur le chien pour essayer d'avoir quelque chose de plus fin avant de passer à l'humain. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a peut-être une question, oui, sur le message. Est-ce que vous avez fait des études de stabilité des radioimmunoconjugués, en particulier des études de transchélation, de transméthylation? Question de Karine San. Alors, nos radio-immunoconjugués, on a fait on a fait des études déjà de stabilité de nos conjugués pour savoir si on pouvait les conserver. On avait établi qu'à 1 an, on n'avait pas de perte de l'immunoréactivité. Et après, après radiomarquage, on a étudié la stabilité de nos composés en les mettant dans le sérum et en faisant des tests de stabilité qui allaient jusqu'aux différentes imageries qu'on réalisait. Donc, par exemple, pour le cuivre, on était allé jusqu'à une stabilité à 48 heures. Et puis, pour le lutécium, on était allé, je crois, peut-être pas jusqu'à 6 jours, mais jusqu'à 5 jours pour ces données de stabilité. Merci.
D'autres questions? Oui, moi j'ai encore une petite question, c'est Guillaume. Oui. En fait, ça concerne l'expression de la cible, en fait, qui est liée donc aussi à la vascularisation tumorale. Et finalement, en thérapie, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la combinaison avec des thérapies anti-angiogéniques, notamment sur la distribution du radiopharmaceutique et puis éventuellement sur son efficacité? Probablement parce qu'on a l'expression de la cible dans la néoangiogénèse et ça, on le voit. Là, j'arrive plus à faire bouger mes diapos, hein, mais on le voyait parce que quand on a fait justement les tests sur les tumeurs, voilà, par exemple les tests tumeur positive, tumeur négative, on n'a pas aucune fixation dans la tumeur qui est témoigne négative. Et ça, on l'explique justement par la néoangiogénèse et les nouveaux vaisseaux. Donc, il y aurait probablement un impact lorsque l'on utilise des anti-angiogéniques, puisqu'on a la fixation sur une tumeur qui exprime la cible de façon spécifique, mais l'angiogénèse joue clairement un rôle également. Ouais. D'accord. Et justement sur ces données-là, en fait, on voit que la tumeur négative n'a pas été récoltée à 4 heures. C'est des problèmes juste techniques ou c'est parce qu'il y avait… Non, en fait, c'est aussi par rapport. Là, c'était 2 groupes. C'était pas. Techniquement, c'est assez difficile. On a réussi sur quelques souris à faire pousser une tumeur positive et une tumeur négative, Ouais. notamment pour celles qu'on faisait en imagerie. Mais techniquement, c'est pas évident parce que les vitesses de croissance, même si on a fait des tests de croissance tumorale avant, il y a quand même des variabilités. Donc, on se retrouve pour avoir 2 tumeurs de taille à peu près équivalente. C'est assez casse-tête. On arrive à le faire sur un petit groupe d'animaux, mais sur des plus gros groupes, c'est un peu compliqué. Et là, c'était vraiment plus un point de vue éthique de réduction du nombre de souris, puisque là, à 4 heures, on savait qu'on allait avoir quelque chose qui n'était pas spécifique sur les imageries. On avait vraiment presque que du circulant, parce que là, quand on a sur la tumeur témoigne positive, c'est la même chose que le sang. Donc, c'est vraiment à 4 heures, on est sur du circulant. Donc, on s'est dit que c'était pas forcément intéressant d'avoir des animaux en plus. Donc, c'était plus un choix de ne pas le faire à 4 heures, puisqu'on savait qu'on observerait de toute façon pas quelque chose de spécifique, mais juste l'anticorps circulant dans l'organisme. D'accord. Et je rebondis justement sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez testé le fait de perfuser un tout petit peu pour flusher le sang des souris avant de prélever les organes pour la biodistribution, pour essayer en fait de mesurer ce qui est dans le parenchyme du tissu par rapport ce qui pourrait être finalement sanguin dans les organes? Je sais pas Non, si c'est assez clair. non, la seule chose qu'on fait, c'est au moment de la biodistribution, on essaie de collecter le maximum de sang, Ouais. mais il reste un peu de sang dans les organes. Ouais. Ouais, parce que moi j'avais remarqué ça. Bon, je travaillais sur autre chose, mais avec des aptamères notamment, mais bon, qui était problème de spécificité probablement. Mais la présence de sang dans les organes, en fait, au moment de la biodistribution, peut faire varier pas mal les mesures. Oui, notamment, oui. Donc oui, notamment avec des cibles vasculaires, enfin sur l'endothélium vasculaire. Oui. Non, Euh, la seule collecte de sang, c'est vraiment au sacrifice de l'animal. On essaie de collecter au maximum, mais c'est pas toujours évident. Et après, on a juste réparti les organes. Ce qui est plus intéressant, c'est quand on voit justement à 6 jours ou à 48 heures pour le cuivre, où on a une très forte baisse du circulant, on reste quand même de manière spécifique dans les organes. Donc, ça nous conforte quand même sur le fait que là, on soit plus dans le cadre du circulant quand on va justement sur les temps un petit peu éloignés de l'injection. ouais. Et je ne sais pas si enfin, je veux pas monopoliser la parole, hein, mais euh, une dernière chose aussi, il est intéressant, en fait, quand on fait des mesures d'uptake dans les tumeurs avec des traceurs spécifiques, de faire du FDG avant pour vérifier l'activité métabolique de la tumeur, qui du coup a aussi un impact sur l'uptake des traceurs.
Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisagez de faire? Pour l'instant, non, mais ça pourrait être une idée que je note. D'accord, merci. Merci Guillaume. Est-ce que d'autres personnes ont une question? Bon, très bien, mais merci encore Judith pour cette présentation. Merci. Si personne n'a de questions, je pense qu'on va peut clore le webinaire d'aujourd'hui. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. Pour le prochain webinaire, donc, il aura lieu en mars, mais bon, malheureusement, le sujet n'est pas totalement arrêté. Il le sera d'ici une semaine ou deux et on vous publiera le nouveau webinaire sur le site de la Sofra quand il sera définitivement validé. Merci à tous et puis bon week-end. Merci. Merci Judith.